Chers amis, bonjour et bienvenue dans Culture Cirque, le nouveau podcast créé et proposé par le musée du cirque itinérant des Hauts-de-France. Trapézistes, clowns, acrobates, jongleurs, le cirque c'est un cocktail détonnant de talent et d'émotion. Avec Culture Cirque, vous vivrez le cirque de l'intérieur au rythme effréné des représentations. Entretien avec les artistes, anecdotes croustillantes et plongées dans l'histoire du cirque, chaque épisode sera un véritable numéro. Alors, prêt pour ce beau voyage, attachez vos ceintures, que le spectacle commence. Et bien évidemment, pour ne rien rater de nos alléchants programmes, abonnez-vous dès aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de partager ce podcast auprès de vos familles et amis. Nous serons ravis de les accueillir sous notre chapiteau et leur ferons une place de choix à nos côtés sur notre gradin déjà bien rempli. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en effet et cela nous touche tout particulièrement et nous fait extrêmement chaud au cœur. Alors, à vous tous, un immense merci. Alors, pour ce nouvel épisode, donc, nous vous avons tout particulièrement gâté, puisqu'il s'agit de notre première hors-série. Vous vous rendez compte, Nathalie Vincent ? Première hors-série. Ah, bah il en faut bien. Ça va aller. Ça commence. Et pour aborder ce numéro d'exception, une équipe de passionnés au taquet Oui. que nous allons vous représenter pour la dernière fois dans le détail, et après on fera plus court, promis. Alors, une fois n'est pas coutume, commençons par la plus rayonnante autour de cette table. Merci Florent. Bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour, je vais très bien. Merci Florent et Vincent. Bonjour à vous tous. À force de se présenter, il va falloir qu'on fasse une émission spéciale. Merci Florent. T'as vu, j'étais prêt là. Oui, j'ai vu, au taquet. Je suis donc la présidente de l'association qui gère le musée du cirque itinérant des Hauts-de-France depuis plus de 20 ans maintenant. Aïe, le temps passe trop vite. Oui, ça compte. Je suis devenue une passionnée de cirque lorsque j'ai connu la famille de Vincent qui m'a donné le goût de la découverte de ce monde fabuleux. Justement, on va continuer par toi, Obélix. C'est moi. Oui. Alors, comment va notre cher ami Vincent ? Eh bien, extrêmement bien, merci. Bonjour à vous tous. La vie est belle. Je profite de chaque instant, notamment de ces merveilleux moments de partage ensemble autour de notre passion commune. Je suis toujours responsable des collections et des animations au sein du musée du cirque itinérant. On termine les présentations avec Mister Magic Circus. Bonjour Florent, en forme ? Oui, rebonjour du coup, Oui. En forme et donc toujours passionné de cirque, toujours responsable événementiel et technique du musée du cirque itinérant, en pleine forme, au taquet comme on a dit, et ravi de faire ce premier épisode hors série parce que c'est grâce à ce cirque-là qu'on est là, que je suis là avec vous aujourd'hui, parce que ma passion pour le cirque est née avec Alors. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour cet épisode hors série, Florent ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un monument de l'histoire du cirque, un nom emblématique, connu de tous. Nous retracerons son évolution et mettrons en lumière les hommes et les femmes qui ont contribué à en faire une référence incontournable dans le monde du cirque. Voici l'histoire du légendaire cirque Pinder. Avant de continuer, sachez que nous avons fait un très très gros travail de recherche chacun. On s'est divisé l'histoire du cirque Pinder, 170 ans d'histoire à 3. Voilà, on y a passé beaucoup de temps. Oui. Après 170 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est Et beaucoup. il est possible Tout à qu'il y ait fait. quelques petits oublis. Ou Voilà. des petites erreurs. Ou des petites erreurs. Parce On que nous s'en sommes... excuse Voilà. d'avance. Alors, Oui. n'hésitez pas en commentaire à nous les faire remonter pour qu'on puisse nous se corriger Et puis, s'améliorer. Voilà. Mais soyez gentils avec nous, s'il vous plaît. Oui, en plus, c'est notre première hors Voilà, c'est série. notre première. Voilà. On s'attaque à un mastodonte pour la sûr. première quand même. Oui, en on plus, cherche un oui. petit peu. Un peu. Mais bon, nous avons divisé l'histoire du cirque Pinder par 3. On s'est partagé un petit peu ces étapes-là. La première étape vous sera racontée par Vincent qui va vous parler de la famille Pinder et Spiesser. Il est cool le nouveau jingle. C'est sympa, Ouais, effectivement. très Spécial sympa. histoire de cirque. Alors effectivement, moi je vais débuter
par la famille Pinder, qui a effectivement marqué le début de ce nom prestigieux de 1854 et ça a couru jusque 1928, soit à peu près 74 ans de règne. On pourrait être tenté d'ailleurs de penser que le nom Pinder vient de notre beau pays, mais il n'en est rien. Ah bon? Eh oui, en réalité, Pinder était le nom d'une famille bourgeoise d'origine anglaise, spécialisée dans le négoce de vin et spiritueux. À l'origine de ce qui nous intéresse aujourd'hui, une fratrie, William, George et Anna, qui, dès leur plus jeune âge, se passionnent pour le spectacle et notamment pour le théâtre. Ils vont d'ailleurs effectuer leurs premiers pas dans ce domaine au théâtre Union, qui était en réalité un petit théâtre forain itinérant au Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle. William Pinder va très rapidement tomber amoureux de la fille du directeur et l'épouser. Malheureusement, l'année de son mariage, un incendie ravage le théâtre et, terrible coup du sort, son épouse périt dans les flammes. Vous vous rendez compte un petit peu ? Le pauvre. Ouais, pas de bol quand même. William et George montèrent alors leur propre troupe de théâtre et quelques années plus tard, William rencontra une certaine Rebecca Todd qui deviendra sa seconde épouse et avec qui il aura pas moins de 11 enfants. Au moins, le nom était... Mais il y avait de quoi perpétué. faire une belle troupe Alors, d'artistes, non, par la Florent, suite. toi, tu as 2 enfants, tu sais ce que c'est. Alors, Ouais, 11 enfants deux, c'est bien. dans une caravane, Dans une caravane. ça peut être un peu compliqué à En gérer. tous les cas, ils Déjà peuvent moins faire bon. une équipe de foot. Eh oui, c'est vrai. C'est Ouais. Impeccable. Non, Alors, chapeau. Comment en arrive-t-on au cirque, me direz-vous ? Eh bien, au printemps 1854, les deux frères vont créer leur premier cirque qu'ils appelleront logiquement le cirque Pinder. Britannia. Alors là, désolé, hein, mais Ça aurait pu effectivement s'appeler Pinder, mais non. Ils ont appelé ça le cirque Britannia. Petite anecdote d'ailleurs, car je sais que vous en êtes extrêmement friand. Pourquoi ce nom de Britannia bah oui, et pourquoi pas le nom Pinder ? Alors, est-ce qu'il y en a oui, c'est un peu l'un d'entre bizarre. vous qui sait peut-être ? Non. Non. Personne ? Non. Alors en fait, pour créer leur premier chapiteau, William et George vont acquérir la voilure d'un navire pour confectionner leur toile. Et ce fameux navire portait le nom de Britannia. nom qu'ils conservèrent en hommage. Au tout début, leur tournée a lieu en Angleterre, mais assez rapidement, les frères Pinder vont se heurter à une concurrence féroce, et notamment celle d'une autre fratrie célèbre à la même époque, les Sanger. Ils prennent donc la décision, en 1868, de traverser la Manche et de produire leur spectacle aux Pays-Bas, en Belgique, ainsi que dans quelques villes du nord de la France. Par la suite, les deux frères Pinder tourneront sous le nom de New Oriental Circus. Entre la fin de l'année 1868 et l'année 1881, on les retrouve en itinérance ou en fixe en Angleterre, notamment dans leur construction de Grette-Yarmouth, en Écosse, en France entre 1871 et 1875 et également en Allemagne. Le début des années 1880 marquera également un tournant important pour la famille, puisque William et George vont se séparer afin de tourner chacun avec leur descendance dans leurs propres établissements. George et ses enfants débuteront en Belgique, puis décideront de retourner en Angleterre définitivement. William Pinder et ses enfants, quant à eux, préféreront s'installer en France. Alors, dès 1886, leur établissement donc prend le nom de Cirque Britannique, direction Alors qu'ils sont en France, Pinder. décidément, ils s'appellent toujours pas Pinder. Non, toujours pas. Ouais. C'est un C'est peu ça. long. Hein, à Ouais. lire. Les programmes étaient en grande partie tenus de main de maître par les enfants de William, avec notamment Holman pour la pratique équestre et Albert pour la présentation des éléphants. Le cirque enchaîna les tournées et les programmes de qualité et l'entreprise devint vraiment importante et coûtait plus tôt. En 1888, l'établissement était composé d'une centaine de salariés, de 130 chevaux et de 30 chars de parade, ce qui était déjà impressionnant pour un cirque itinérant de l'époque. C'est énorme. C'est Il y a oui. des cirques qui, en fait, n'ont même pas cette taille-là actuellement. Il n'y a plus aucun cirque même qui a cette taille-là. Le nombre de salariés, oui. Pas forcément le nombre de chevaux et de chars Le de char parade. de Le char parade, de parade se fait... Un peu en Un désuétude. peu moins. Il est en voie d'extinction. C'est ça. C'est ça. Et c'est d'ailleurs dans la fleur de l'âge que William décide de céder à ses enfants à l'âge de 60 ans cette entreprise florissante. Installés aux commandes, les enfants de William Pinder, notamment Albert, Holman et par la suite Arthur, vont renommer l'établissement.
il portera désormais le nom de Grand Cirque Pinder. Hippodrome. Oh. Toujours pas. Grand Cirque Hippodrome, direction Pinder Frères. D'accord. Ah, quand même. Hein. Eh oui. Au fil des années, le cirque va devenir une véritable institution dans notre pays et possédera déjà des spécifiques importantes. Alors, première spécifique, le voyage s'effectue en traction hippomobile. À cheval. Alors oui, effectivement, tiré par des chevaux, bravo Nathalie. Deuxièmement, on privilégie les villes d'un jour avec le travail en ville morte. Alors Florent, C'est quoi une ville retour de morte bâton, qu'est-ce qu'une ville morte? Mon cher Vincent, une ville morte Oui. est une ville où il n'y a pas d'animation et de lieux culturels. Et à une époque, Oui. beaucoup de cirques visitaient les villes mortes et avaient énormément de succès puisque tout l'ensemble de la ville se retrouvait au soir sous le chapiteau. Alors oui, je prends. Là, tu m'épates, hein, effectivement. Alors, ville morte, effectivement, ça signifiait. Alors, pour les connaisseurs de cirque, à l'époque, les cirques travaillaient en même temps que les foires, les fêtes foraines. Et là, de travailler en ville morte, c'est en dehors de ces attractions dont tu nous parlais, les attractions culturelles qui pouvaient avoir lieu à l'époque. Donc là, c'est vraiment travailler sans aucune autre attraction dans la même ville, ce qui va d'ailleurs énormément renforcer leur notoriété, et notamment dans la France profonde. Dernière chose, parade en ville tous les jours, fameuse cavalcade avec chevaux, chars et artistes qui ont participé à la marque de fabrique du nom Pinder. Autre action importante qui montre véritablement la volonté des Pinders de rester en France et de s'ancrer au plus près de ses habitants, l'achat d'un domaine pour établir leur quartier d'hiver. Pour expliquer à tous, les quartiers d'hiver qui existent encore de nos jours pour bon nombre de cirques leur permettent de s'arrêter pendant l'année en ayant un lieu fixe afin d'effectuer, par exemple, la réfection du matériel, la préparation d'un nouveau spectacle ainsi que la tournée à venir. D'ailleurs, le 8 novembre 1904, donc, Arthur Pinder va acquérir une immense propriété à Villedieu-du-Temple, commune du Tarn-et-Garonne, dans le 82. Ce vaste domaine possède de vieilles écuries de l'ancienne commanderie des Templiers. Par ailleurs, sa situation géographique semble idéale, car la commune était traversée par la ligne de chemin de fer Bordeaux-7. Quelques années plus tard, durant la Première Guerre mondiale, le cirque qui a dû cesser ses activités a néanmoins essayé le plus possible de soutenir les habitants de ce petit village. Il a par exemple mis à disposition ses éléphants afin de venir en aide aux paysans du secteur pour les soulager dans les travaux des champs. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer, hein, vous m'avez juste en face de vous, je vais vous montrer ce document où l'on voit une célèbre carte postale intitulée « L'éléphant laboureur » qui a été édité à l'époque. On peut y voir un pachyderme, hein, vous le voyez, au milieu d'une parcelle de terre avec un paysan et sa herse. Peu commun, n'est-ce pas? Oui, un éléphant d'Asie. Oui, un éléphant d'Asie. Alors, à la mort d'Arthur Pinder en 1924, sa femme et ses deux fils, un peu novices dans la gestion d'un tel établissement, vont prendre sa succession et vont faire face à de nombreuses difficultés, notamment financières. Le choix d'effectuer une tournée en Espagne afin de renflouer l'affaire va s'avérer être une bien mauvaise idée. L'entreprise va alors être mise en liquidation et le 16 juillet 1928, une vente aux enchères de l'établissement sera organisée. Pourtant d'origine anglaise, William Pinder et sa famille furent de grands patrons de cirque itinérants en France. Ils ont bâti de solides fondations et grâce à leurs idées novatrices, feront du nom Pinder un emblème du cirque français synonyme de spectacle diversifié, de tradition et de rêve. Alors parlons maintenant de la famille Spiesser, qui donc a exercé ses fonctions par rapport au nom Pinder de 1928 à 1971, soit 43 ans. Nous allons évoquer plus précisément l'histoire de Charles et de son frère Roger. Leur famille d'origine hongroise est issue du milieu du cirque et des ménageries. Les parents voyageaient de par le monde pour montrer leur numéro d'ours savants. Dès leur arrivée en France, dans les années 1870, ils obtiennent la nationalité, mais se font d'abord appeler Spessardi pour des problèmes de consonance de leur nom suite à la guerre. Ils ont un problème, hein, les directeurs de Pinder. Hein. C'est ça. Avec les noms. Non, mais avec les noms, ben oui. C'est impressionnant. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Oui. Il n'y a jamais Pinder. Ben non. Pour l'instant. Bon, en fait, on vous a menti. Ce n'est pas un épisode sur Pinder. C'est ça. À la... Voilà. Ça c'est dit.
À la mort de leur père, Charles et Roger, véritables touche-à-tout et grands passionnés de nouvelles technologies, vont organiser des meetings aériens, un cinéma ambulant et toujours à la pointe de l'innovation, se lancent dans le cirque. Des noms comme Cirque Cycliste Spessardi, Cirque Ménagerie Spessardi, Flying Circus, Cirque Cosmopolite Spessardi ou encore New Circus sont à mettre à leur crédit. Puis, rappelez-vous, suite à la mise en liquidation du Cirque Pinder le 16 juillet 1928, une vente aux enchères avec différents lots est organisée et les Spiesser sont présents. Premier lot, matériel et chapiteaux. Les enchères sont lancées. Monsieur là-bas, première enchère. La deuxième main se lève. Ah, une enchère supplémentaire. Attention, je vais adjuger le lot. Acheté par les Spiesser. J'ai surpris tout le monde avec mon marteau. Est-ce que je ferai un bon commissaire ou Tu pas? ferais un très bon commissaire. Bon, Là, il vous faudrait l'image, hein, parce qu'il vient de nous faire un truc, c'est exceptionnel. Est-ce que Mais- vous... Oui, c'est ça. Il J'ai faut pas de dire marteau. le marteau. Est-ce qu'il faut le dire? Mais Oui. Oui, allez. J'ai Le pas de marteau marteau. utilisé, nous n'avons pas de marteau, c'est une cuillère à glace. C'est ça. Bravo Vincent. Je savais que ça allait vous plaire. Donc effectivement, le premier lot de matériel, le matériel et le chapiteau a été acheté par les Spiesser. Deuxième lot, les animaux. On repart, monsieur là-bas. Florent, tu fais une offre ou pas? Florent fait une offre. Nathalie, est-ce que tu suis? Je suis. Elle suit. Ah, mais là-bas, on a une dernière offre apparemment. Attention, je vais Ouais, mais adjuger. non. Ah, Florent, tu remets une enchère. Ah oui. Ah, mais là-bas, monsieur se lève et, attention, j'adjuge, une fois, deux fois, trois fois, adjugé et acheté par les Spiesser. Waouh. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? d'animaux, Nathalie. Matériel, chapiteau, animaux. Ni matériel, ni chapiteau, ni animaux. Bah, Mais on n'est pas prêt de faire du cirque, Ce Florent. n'est pas Ah, fini non. pour vous parce que le principal arrive maintenant, le dernier lot. Et le dernier lot, c'était la possibilité d'utiliser le nom Pinder. Ah, ça, c'est pour nous. Ah, Alors ouais, attention, allez, on y les va. enchères commencent. On est prêt? Florent, tu lèves la main Eh oui. Moi aussi. et ça monte de l'autre côté. Nathalie surenchérit. Florent, oui, tu remets une fois. Ah, le monsieur là-bas reparticipe. Non, mais non, non. Mais non, parce que au fond à gauche, une autre personne participe et première fois, deuxième fois, troisième fois, adjugé, le nom Pinder est adjugé non pas aux Spiesser, mais ça a été acheté par le gendre de Georges Pinder et qui le louera, vous vous rendez compte, aux Spiesser durant près de 20 ans. Ah, il a fait la bonne affaire, lui. Du coup, ça veut dire que maintenant, on peut vraiment, il s'appelle vraiment Cirque Pinder. Il n'y a plus de Spessardi ou de Hippodrome ou de je sais pas quoi. Hein. Alors là, ils vont effectivement louer le nom de Pinder et à partir de ce moment-là, s'appeler de ce c'est nom-là. bien. C'est ça qu'on Ça voit. va vous faciliter l'affaire. Enfin, Mais oui. 1928. Vous vous rendez compte? Le 9 janvier 1929 marque le retour sur les routes françaises du cirque Pinder, direction Spiesser. Enfin. Ça y est, vous l'avez votre cirque Enfin, Pinder. oui. Alors plus précisément, c'est Charles qui s'occupera de toute la gestion et de l'administration, son frère Roger, excellent dans la présentation de numéros de fauve. Dans un premier temps, il se dote d'un nouveau très grand chapiteau, flambant neuf, accueillant 3 pistes, sans doute en écho à l'avenue du géant américain Barnum and Bailey en France en 1902. Et pour les villes mortes. Alors aidé et conseillé par son beau-frère Marcel Léonard du célèbre trio de clowns, un spectacle composé de nombreuses attractions internationales voit le jour. Innovation toujours, l'ensemble de ces infrastructures ainsi que la ménagerie sont désormais transportés par des camions. Même si les années suivantes, le retour sur une piste unique sera retenu, Charles Spiesser s'imposera de plus en plus aux yeux du public français en proposant des artistes talentueux et renommés dans des spectacles parfaitement réglés, le tout organisé avec rigueur et précision. En 1932, il achète une très belle propriété en Indre-et-Loire, à Chanceau-sur-Choisil, propriété qui va lui permettre d'établir une base arrière pour son cirque. La SARL Cirque Pinder sera également officiellement constituée. Par la suite,
Et jusqu'à la fin des années 30, vont se succéder une grande pantomime nautique, puis l'accueil en tournée de grands champions sportifs, les stars du Tour de France cycliste comme André Leduc ou Antonin Magne, les champions de boxe comme Marcel Thiel et des vedettes de cinéma comme le célèbre Milton. Alors on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait à l'époque, puisqu'on avait effectivement deux parties, si on peut dire. On avait la première partie qui pouvait être un spectacle de cirque traditionnel, et l'autre partie effectivement était considérée comme l'accueil de ces personnalités. Alors effectivement, ça avait pour but d'attirer un public nombreux. Alors, par exemple, si on prend le cas des champions cyclistes, on installait des home trainers sur la scène. Et donc, on pouvait se mesurer aux champions cyclistes du Tour de France. On invitait, par exemple, Florent à venir monter sur la scène du Cirque Pinder, à s'asseoir sur un vélo et à pédaler aussi vite que le champion du Tour de France. Tu t'imagines un peu? Ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa. Et pareil pour la boxe. Tu tiens combien de temps sur un vélo? Pas longtemps. D'accord. J'en sais rien en fait. Mais... Pour la boxe, c'était plus. Alors non, on prenait pas quelqu'un du public qui venait se battre avec les stars de l'époque, mais on refaisait les combats de l'époque en fait, et c'était censé attirer le public, et ça marchait normalement plutôt pas mal. En innovant de la sorte, l'optique de Charles Piesser, c'était bel et bien d'essayer d'attirer un public varié et curieux, et également de les fidéliser en proposant chaque année des attractions différentes. Il remporte d'abord un franc succès avant de connaître une légère perte de vitesse, les clients n'étant satisfaits que par l'une ou par l'autre des parties du spectacle. Bah oui. Ça, quand tu fais un spectacle éclectique comme ça... Eh oui. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les Piesser décident de s'arrêter et de remiser leur cirque dans leur quartier d'hiver près de Tours. Une fois les conflits terminés, Charles va acquérir pour son cirque et pour une bouchée de pain bon nombre de matériel, et notamment de véhicules et camions militaires quasi neufs laissés par les Américains. Il repart en tournée avec de nouveau un immense chapiteau à 3 pistes et monte un spectacle sur glace avec une troupe de patineurs. En 1949, il mit sur pied une cavalcade époustouflante comme l'avait fait William Pinder en son temps. Des chars originaux, une troupe déguisée en habits somptueux, des animaux et même un avion virevoltant dans le ciel. Alors, en parlant de l'avion, j'ai une petite anecdote qui me vient de mon papa. Mais c'est vrai qu'il m'en avait souvent parlé. Mais à l'époque, le cirque Pinder venait place Poterne à Valenciennes. Et effectivement, ce fameux avion, mon papa m'a raconté cette anecdote. L'avion passait au-dessus de la ville de Valenciennes, et en même temps de son passage, dans l'avion, il y avait une sirène épouvantable, ça faisait énormément de bruit, et mon papa était toujours passionné de chats, il avait chez lui plusieurs chats. À partir du moment où l'avion Pinder passait et que la sirène se déclenchait, il n'y avait plus un chat dans la maison. Tous les chats étaient cachés sous les fauteuils. Donc tellement c'était fort au niveau de la sirène. C'était apparemment impressionnant. Tout y était fait pour émerveiller et attirer le public. Cette magnifique parade sera embellie par l'arrivée en 1954 pour les 100 ans de Pinder d'une réplique quasi identique du char du couronnement de la reine d'Angleterre. N'oublions pas également que côté communication, les différents jeux d'affiches formidables renouvelés chaque année et signés de dessinateurs de talent contribuèrent à subjuguer les foules. Les spectacles de plus en plus grandioses sont par la suite accompagnés par l'orchestre du populaire Fred Addison qui mèneront le tour de chant des célèbres Luis Mariano en 1957 et 1959 et également de Gloria Lasso en 1958. Alors pourquoi d'ailleurs 57 et 59 pour Mariano? Pourquoi il y a eu une coupure comme ça? Parce qu'il y a eu Gloria Lasso en 58. Mais oui, mais pourquoi être passé à Gloria Lasso et revenu après parce que Luis Mariano, il n'était plus là. En fait, c'est parce que ils étaient d'abord partis effectivement pour travailler avec Mariano. L'année s'est formidablement bien passée. Les chapiteaux étaient pleins à craquer. Pour l'avenue de Gloria Lasso l'année suivante, ça a été un peu plus compliqué. Elle a eu un tout petit peu moins de succès et donc forcément, les Piesser ont décidé de reprendre Mariano. C'est pour ça qu'il y a eu aussi cette petite coupure. Par la suite, de travailler en Belgique en 1959. D'accord. Au début des années 60, grâce à un partenariat fructueux avec la radio RTF, devenue par la suite ORTF, Charles Piesser a pu produire pendant 9 ans le spectacle de la Piste aux étoiles de Gilles Margaritis, mettant en scène les numéros les plus prestigieux de son époque. Le public put également découvrir en chair et en os le sympathique Roger Lanzac en Monsieur Loyal de talent. Cette association permit également la présentation sous chapiteau de jeux radiophoniques extrêmement célèbres. Ce fut notamment le cas du jeu des 1000 francs, présenté par l'excellent Lucien Jeunesse.
Un que de souvenirs pour beaucoup de personnes. Oui, et d'ailleurs là, on vient de faire l'exposition à Brebières et on avait des affiches de ça et le public a réagi à ces affiches-là, que ce soit Automatiquement, oui. Lucien la piste, Jeunesse, la Roger piste aux Lanzac, étoiles les Barrios. aussi, les Barrios. Et tout ça, ça fonctionne bien auprès du public. D'année en année, les Spiesser suivent les modes et le résultat est quasiment à chaque fois au rendez-vous avec un public extrêmement nombreux. Charles Spiesser était un organisateur hors pair, c'était véritablement l'âme des Pinders. Chaque aspect du cirque, de la conception des affiches à la logistique des tournées, était minutieusement pensé par lui. Son exigence était sans faille, mais il savait aussi fédérer autour de lui une équipe de talents qui, sous sa direction, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'histoire de Pinder, c'est celle d'un homme passionné qui a su faire briller les plus grands artistes et créer des spectacles intemporels. À son décès en 1971, ses fils James, Willy et Serge reprennent les rênes de la société, mais sont malheureusement peu expérimentés et préparés dans la gestion d'une telle entreprise. Rapidement, suite à de gros problèmes de gestion, le cirque Pinder sera revendu et changera une nouvelle fois de propriétaire. Alors en résumé, on peut dire que le talent de Charles Spiesser en tant que directeur de cirque ne fait aucun doute. Cependant, son management extrêmement directif et son refus peut-être de partager le pouvoir ont créé une barrière infranchissable pour ses fils. Cette attitude soulève une question fondamentale. Charles Spiesser, attaché à son pouvoir personnel, était-il réellement prêt à voir ses enfants prendre la direction de l'entreprise familiale ? Et là, chacun se fera sa propre opinion. Waouh. Bravo Vincent. Merci à toi. Voilà. Bon, alors, avant toute chose, merci, bravo, mais pression, hein, Nathalie. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. On vous plaît tout de suite, moi ce sera pas comme ça. Hein. Ah non, moi non plus. Voilà, mais bon. Moi non plus. Bah écoute, moi j'ai hâte de découvrir qui est le prochain. Ah oui. Le prochain propriétaire de Pinder qui va vous être présenté par Nathalie. C'est à moi, je n'ai pas du tout la pression. Alors, le prochain propriétaire, en fait, c'était Jean Richard. Oh. Jean-Richard, l'acteur ? Oui. Oh, bien. Oui. Alors, d'abord, je vais quand même vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était Jean Richard. Donc, alors un signe prémonitoire. Il faut savoir que Jean Richard voit le jour le 18 avril 1921 à Bessines, près de Niort, dans une ferme baptisée La Ménagerie. Ah oui, effectivement, oui. Ouais. Là, c'est Comme quoi, prédestiné à faire du cirque. Hein. C'est tout à fait ça. Donc son père, Pierre Richard, le était grand blond avec une chaussure noire ? Non, pas celui-là. Ah. Elle s'y attendait pas. Non, je ne m'y attendais pas. Donc Pierre Richard, son père, était un marchand de chevaux. Et sa mère, née Suzanne Boineau, était une femme au foyer. Donc un métier très important. Oui. Il faut savoir que Jean Richard, il a eu plusieurs métiers et plusieurs passions. Le théâtre, les animaux, le cinéma, la télévision, ainsi que le cirque. Ah, Bah oui. c'est un bon, lui. Eh oui. Ses premières rencontres avec les gens du voyage, la dompteuse Martha la Corse en particulier, vont lui insuffler la passion des animaux et tout spécialement celle des fauves. Dès l'âge de 10 ans, il clame à qui veut l'entendre « Quand je serai grand, j'aurai un lion ou un tigre dans mon jardin ». Oh, c'est mignon. Oui. Enfin, si t'en as un vrai, oui, si t'en as un vrai dans ton jardin, c'est autre chose. Au lycée, Jean Richard, passionné par le dessin, se lance dans la caricature et va même travailler comme illustrateur pour des journaux quotidiens régionaux. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il devient directeur de tournée théâtrale en Allemagne, puis s'illustre sur les planches d'un célèbre cabaret parisien, l'Amiral. Il est un comique au parler fleurant bon le terroir français, un personnage naïf et campagnard, le gars de Champignol. Il devient aussi acteur au cinéma, dans des comédies de qualité parfois discutables, et au théâtre. En tout, il apparaîtra dans près de 80 films. Ah oui, effectivement, ça compte là. Ça compte. Oui, belle carrière.
Sa passion pour les animaux le pousse à se constituer d'une véritable ménagerie. Celle-ci devient si importante qu'il crée en 1955 un zoo à Ermenonville, le zoo Jean Richard. Il s'installe également cette même année à Ermenonville où il est élu conseiller municipal 10 ans plus tard. En 1963, il crée dans cette ville la mer de sable, qui existe toujours, le parc de loisirs à thème français, profitant d'une grande étendue sablonneuse qui lui permet de reconstituer des décors du Far West américain. Oui. D'accord, pas mal. Pas mal. Il sera suivi en 1966 d'un second parc attractif, la Vallée des Peaux-Rouges, à Fleurines dans l'Oise. Celui-ci, par contre, n'existe plus. Ah. Alors, quand même, sa passion du cirque ne l'abandonne pas. Hein. Dresseur amateur, il présente les éléphants africains de Rolf Knie au cirque Medrano de Paris en 1955 et l'année suivante, la cavalerie d'Alexis Grus au gala de l'Union des artistes. Ouais, rien que ça. Rien que ça. Ouais, quand même. Il reviendra au gala de l'Union des artistes en 1963 avec un groupe de tigres. Oh. Ouais. Ça, il faut le faire, par contre. Faut le faire. Quand même. Faut oser rentrer dans la cage avec des tigres. Mm-hmm. Tu serais rentré, toi, Vincent ? Non. Non, Nathalie ? Non. Avec un dompteur en qui j'aurais confiance, certainement, les tigres auraient eu peur. Nathalie, elle serait rentrée, mais les tigres, non. Merci Vincent. Alors, j'avoue que effectivement, on lui dit 2-3 petites phrases juste avant qu'elle rentre. Et c'est parti. Les tigres. Et ils vont te faire le numéro tout seul, quoi. Même pas besoin de donner les ordres. oh là là, voyez ce que je subis. Ah là là, quelle idée de faire un podcast avec deux mecs. Ouais. Alors, en 1957... Alors, n'oublie pas une chose, c'est que c'est moi qui ai les boutons. Hein. Voilà. C'est vrai, c'est toi qui as les boutons. Puis deuxième chose, qui aime bien châtie bien. Oui, aussi. Ah, voilà. Bah, il m'adore alors. En 1957, il réalise son rêve le plus fou, partir sur les routes avec un cirque portant son nom, grâce à la collaboration des familles Grus et Janet et de leur propre cirque. Il présente 3 numéros, des éléphants, des lionnes et un numéro comique du temps de l'amiral qui s'appelait l'Orphéon de Champignol. Comblé, il déclare « Chaque soir, quand je rentre dans ma cage, avec mes fauves, je suis payé de toutes mes peines et de tous mes soucis. » Elle est magnifique, cette phrase. Oui. Le cirque Jean Richard reprendra la route en 1958, mais sans son éponyme. En 1959, les Grus prendront l'enseigne Grand Cirque de France. 1969 voit l'accréditation de son amour pour la piste avec le lancement de son propre cirque, entièrement neuf, du chapiteau à la dernière des caravanes. Le succès du cirque Jean Richard est immédiat et 3 ans après, le 29 janvier 1972, il rachète le célèbre cirque Pinder, le cirque français par excellence. Ah, bah ça y est, on y est. Voilà. On y est enfin, oui. Les plus grands artistes du moment se produisent sous ses chapiteaux et Jean Richard se retrouve à la tête de la plus importante entreprise de cirque en France. Dès le début, la malchance s'acharne. Un pyromane cible Pinder, provoquant plusieurs incendies en 1973, notamment dans un hangar à Chanceau-sur-Choisille et sur une bétaillère contenant 5 chevaux, un zébu et 2 lamas, dont le cheval favori d'Achille Zavata. Eh ben, dis donc. Eh ben, Ouais. pauvre Et bête. imaginez, 6 jours après, un nouvel incendie frappe sous la tente des éléphants au Havre. Le coupable, un ancien pompier volontaire devenu garçon d'écurie. Eh ben. Comme quoi. Donc, faut savoir qu'il était quand même doté d'une capacité de travail exceptionnelle et d'une mémoire hors du commun. Jean Richard passe constamment du studio radiophonique au plateau télévisé, de la piste de cirque à la scène de théâtre. À qui lui demande comment il arrive à tout faire, il déclare « Mais je suis en vacances, car je ne fais que ce que j'aime. Très bonne philosophie. Oui. » Magnifique philosophie. Il faut
faut savoir que pour financer ces projets coûteux, il se résigne alors à tourner dans de nombreux films à l'accueil souvent mitigé, mais aussi avec des pièces de théâtre de qualité inégale et à se produire en province dans des galas Erben Karzanti. À ce sujet, un humoriste dira qu'il est le seul homme à nourrir des lions avec des navets. Phrase d'ailleurs qu'il aime répéter régulièrement. Il a de l'humour pour Beaucoup le d'humour, répéter tout à fait. derrière. Hein. Il finit par rencontrer la célébrité en incarnant quand même pendant plus de 20 ans, à partir d'octobre 1967, le commissaire Maigret à la télévision. Ça, c'était génial. Mais oui. Tout à fait, sous la direction de Claude Barma, René Lusseau, Marcel Craven, Denis de la Patelière, entre autres, dans 88 épisodes, dont 18 en noir et blanc. Ah ben dis donc. C'était chouette ça. Son côté naturellement bourru et lent, sa démarche assurée et le fait qu'il fume la pipe depuis longtemps lui ont sans doute permis de décrocher ce rôle en dépit du nombre très important de candidatures en lice à l'époque. Georges Simenon prodigue avec ses conseils à son interprète qui s'impose très vite dans le rôle. La série s'arrête après la diffusion du 88e et dernier épisode en juin 1990. Il faut savoir que l'attrait de cet amoureux des bêtes pour l'univers des chevaux sera aussi une autre facette d'un personnage dont le sport favori était naturellement l'équitation. Évidemment. Il était administrateur depuis 1971 de la Société protectrice des animaux. Oh. Oui. Donc attends. Quelqu'un issu du monde du cirque, un passionné de cirque, a un jour était administrateur d'une association de protection animale. Tout à fait. Comme quoi, c'est possible. N'en Eh déplaise à certains. Tout à fait. Le 10 mai 1973, alors qu'il se trouve au sommet de sa popularité, il est victime d'un terrible accident de voiture, Ah non. alors qu'il venait de découvrir son cirque ravagé par un incendie qui coupa sa vie en deux, pour reprendre les termes qu'il employa lui-même dans son livre de souvenirs « Ma vie sans filet ». Il fut hospitalisé à l'hôpital Lariboisière. Il y resta quand même 6 semaines dans le coma. Aïe, ouais. Oui. C'est pas un petit accident. Hein. Non. Il faut savoir donc qu'après son accident, il va reprendre quand même ses activités. En octobre 1973, une nouvelle série intitulée « Ces animaux qu'on appelle des bêtes » et en 1974 avec l'émission consacrée au cirque du monde. Donc il collabore également à l'époque au magazine pour enfants Pif Gadget. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Oui. Où de 1973 à 1974, il démêle de petites enquêtes dans la série Jean Richard Enquête. À la même période, il devient le parrain de Pif Poche. Aussi, autre publication des éditions Vaillant, où il apparaît là encore sous la forme d'un personnage de bande dessinée. En 1976, à nouveau dans Pif Gadget, il raconte des histoires d'animaux dans le cadre de la série Jean Richard raconte, les lecteurs pouvant l'écouter grâce au disque souple offert dans le journal. Wow. C'est vrai qu'il a fait énormément de choses quand même. Oui. En fait, il avait des journées de 48 heures, lui. Hein. À peu près, parce qu'il faut savoir aussi qu'il se consacra alors encore à sa passion du cirque. L'entreprise Jean Richard se développe toutefois avec un chapiteau fixe à Paris, qui s'appelle le Nouvel Hippodrome de Paris, Cool. entre 1974 et 1982. Et en 1976, un troisième cirque itinérant, lui, est dénommé Nouveau Cirque Jean Richard, puis Medrano, avec la bénédiction de Jérôme Medrano. Donc, ce qui fait qu'il avait 4 cirques Pas en mal. même temps Pas mal, pas mal. à gérer. Mais il faut savoir que l'entreprise est devenue un colosse aux pieds d'argile. Ça devient compliqué au bout d'un moment. Hein. Très compliqué. Une première alerte en 1978 nécessite une réorganisation de la société gérante de ces cirques et une nette réduction des frais de fonctionnement. Le nouveau cirque Jean Richard, qui vient d'être baptisé Medrano, doit cesser ses activités au milieu de la tournée au mois de juin. Mais entre deux, il reçoit quand même en 1980, Jean Richard, le Grand Prix national du cirque, après avoir obtenu de l'État la reconnaissance du cirque comme une activité culturelle à part entière. Mais là, ce n'est qu'un sursis, car en 1983,
c'est le dépôt de bilan et le rachat de ces cirques par un de ses anciens collaborateurs, Gilbert Edelstein. Ah. Mais ça sera la partie un petit peu après, je pense, de Florent. Mhm. En 1990, donc il prend sa retraite quand même de comédien et il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1995. À force d'opiniâtreté, de sacrifice et surtout de passion, il a rendu ses lettres de noblesse au cirque français et lui a permis d'être enfin reconnu comme un art à part entière par les pouvoirs publics, chose quand même très importante. Oui. En 1999, il perd son épouse, la comédienne Annick Tanguy, qui a incarné Madame Maigret à la télévision, pour ceux qui s'en rappellent. D'accord. Lui-même s'éteint le 12 décembre 2001. Il est inhumé à Ermenonville, dans l'Oise, laissant orphelin toute une génération de passionnés de cirque pour lesquels il devient un personnage culte. Oui. D'ailleurs, certains sont aujourd'hui à la tête de cirques français. Mhm. En 2021, ils célébrèrent le 100e anniversaire de sa naissance avec une série de manifestations et dédications à Bessines, où Jean Richard est né, et également à Ermenonville, où il a vécu. Voilà un petit peu pour l'histoire merci de beaucoup. Jean Richard et du Merci, cirque Nathalie. Pinder et Pinder Jean Et Richard. bravo à toi pour ce travail Ouais, de c'est recherche. chouette, on a appris plein de choses. Ouais. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Florent pour la Ah. partie plus moderne Mister Magic Circus. du cirque Pinder. Tu sais d'où ça vient, Magic Non, je sais Circus? Alors, je Vas-y. raconte ou pas? Bah oui, Bah oui. vas-y. Donc là, actuellement, je me promène avec des vestes au nom de ma micro-entreprise que je viens d'arrêter d'ailleurs, mais FG Event. Oui. Avant, je mettais d'autres vestes qui étaient, pour la praticité impolaire, une veste, je mettais quoi? Alors avant, Arlette Grus. Voilà, Voilà. avec Bruce, c'est Eh ça. oui. Et donc, je me promenais avec ça à longueur de journée. Et donc, là où je travaillais avant, il y a... il y avait le directeur des formations, Vincent, qui s'appelait Vincent Oui. d'ailleurs, que je salue, qui un jour dit « Il est pas là, Magic Circus !» D'accord. Et depuis, Et c'est Ouais, resté. ça te va bien. bah, tout le monde m'appelait comme ça. Voilà, ça vient de là. Ok, d'accord. Bah, Ah, c'est c'est sympa sympa. comme anecdote. Bah oui. Oui, oui. Bon, bah à toi maintenant. Très bien, bah, donc on passe à La troisième période. troisième période du cirque Pinder. cirque Pinder. J'ai la pression là. Mais non, ça va aller. Alors, troisième période du cirque Pinder. Le cirque Pinder dirigé par la famille Edelstein depuis 1983. Ça fait 42 ans. Alors, on va parler un petit peu de son ancien futur propriétaire. Vous allez comprendre pourquoi. D'accord. Donc Gilbert Edelstein, qui est né à Lyon en 1938 dans une famille juive d'origine polonaise. À l'âge de 16 ans, suite au divorce de ses parents, il commence à vendre du textile en porte-à-porte pour survenir aux besoins de sa mère et aux siens aussi, s'assurer un avenir dans une entreprise qui a été créée par son père. Il effectue ensuite son service militaire en Algérie où il sert dans la latte. Cette expérience façonne sa rigueur et sa gestion du futur cirque. Enfant, il vendait sur les marchés avec ses frères, surnommés ironiquement les fils Vichy. Pour des juifs, c'est Oui, c'est sûr. paradoxal. Oui. Voilà, ça le faisait beaucoup rire apparemment, donc bon, voilà. Après son service militaire, il revient en France et ouvre un restaurant à Lyon, tout en organisant des shows de rock un petit peu partout autour de Lyon. Il devient producteur du chanteur Hector, surnommé le Chopin du Twist, en 1962. Son restaurant La Cruche devient un lieu prisé des artistes grâce à ses activités dans la musique yéyé. Il fait la connaissance d'André Villard, qui lui présente un jour le fameux Jean Richard. C'était en 1967. Cette rencontre est déterminante pour lui. En 1968, Gilbert commence donc à travailler pour Jean Richard comme commercial pour le cirque de Noël à Lyon. D'accord. Fort du succès qui a été rencontré cette année-là, par la suite, il va prendre la direction des galas de Noël et de la régie publicitaire pour l'ensemble des chapiteaux Jean Richard. Donc, suite à l'accident de Jean Richard en mai 1973,
Gilbert Edelstein est chargé de gérer la situation à l'hôpital et de continuer ses activités au sein de l'entreprise, mais malheureusement, Jean-Richard prenant une place très importante dans ces chapiteaux. Il faut savoir qu'à l'époque, les cirques étaient dirigés au jour le jour et reposaient sur les épaules d'un seul homme. L'entreprise est vite devenue ingouvernable et c'est devenu très compliqué pour lui. En 1974, il rachète le matériel du cirque Hamar via l'entreprise Jean Richard avant d'être évincé de la société. Ce qui va l'amener à créer en 1975 la société Promogil. Oui. À votre avis, Nathalie Vincent, Promogil, ça fait référence à quoi ? Aucune idée, Nathalie. Promogil, hein. Promogil. Par rapport à Gilles Margaretis. Et non, Promogil, Promotion et Gilbert. Ah, dis donc, oui. Ah oui, oui. Société qui a pour but de gérer les concessions dans les cirques et toute la partie commerciale des cirques. Il va donc travailler avec Mustapha Hamar, qui un jour lui a dit « Toi le grand, un jour tu auras ton cirque. N'oublie jamais qu'il faut 10 ans pour faire une équipe et 5 jours pour la perdre. » oui. Il n'avait pas tort. Hein. Il n'avait pas C'est ça. tort, ça l'a bien marqué, ça lui a bien servi par la suite d'ailleurs. Vous allez voir. Il travaille ensuite avec l'American Circus de Sampion-Bouglione, puis avec Albert Ancy de Claudie Reynaud. Ah, dis donc. Dis donc. Pourquoi ça nous parle ce nom? C'est étonnant. Ah oui, je sais pas. Je sais pas. T'es sûr, Vincent? Monsieur? Si, c'était mon parrain. Ah. Oui. De 1975 à 1982, il rejoint les Bouglione et gérant les ventes annexes des cirques, dont le cirque d'hiver, aux côtés de Joseph Bouglione. Grâce à Firmin Bouglione, il va perfectionner son savoir-faire en matière de cirque. Ça va beaucoup l'aider par la suite. Oui, parce qu'à la base, il était plus commercial que, Très commercial, ouais. que gestionnaire C'est de ça. cirque. Ouais. Il était plus sur la partie commerciale, promotion, rachat de journaux invendus de PIF. Oui. Et rachat, non, il les récupérait gratuitement, les invendus, et les revendait Et derrière, revendait derrière, avec des remises pour les entrées dans les chapiteaux. Oh, dis donc. Ah, pas bête. Voilà, hein, pas bête la gamme. Pas bête. Oui. Voilà. Au bout d'un certain temps, il a envie de monter sa propre structure, de gérer un cirque, et donc il tente d'acquérir un cirque. Mais quel cirque d'après vous? À l'époque, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait qui tournait? Pas Albert Rancy, puisque ça ne pouvait pas être ça. Je sais pas. Dis-nous. Vincent, non? Vas-y. Non, vas-y. Le cirque Medrano. Ah. Donc il se rapproche de Jérôme Medrano, et il souhaite lui acheter le nom, mais celui-ci refuse de vendre et lui propose uniquement de la location. D'accord. Ah bah oui. Ça, Monsieur Edelstein, ça l'intéressait pas. Et lui, il voulait être propriétaire et être seul patron aux commandes. Aux commandes, hein, puisqu'il Ouais. il se disait lui-même qu'il en avait marre d'avaler des couleuvres des patrons et de gérer l'ensemble des problèmes derrière. Et donc, vous vous rendez compte quand même que si Jérôme Medrano avait accepté, il aurait peut-être jamais racheté Pinder. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est dingue. Bon, voilà. Et peut-être que le nom Pinder aurait disparu, au moment de Jean Richard, Oui, en c'est fait. ça. C'est ça. Et après de la gestion par son fils, puisque quand même, entre deux, Jean Richard a aussi quand même donné un moment les rênes à son fils. Après mais son qu'il accident. tout à fait, mais il n'a pas réussi à redresser la barre. La gestion d'un cirque, c'est très compliqué. Très Donc, compliqué, oui. Enfin bon, revenons à nos moutons. Et donc en 1983, Gilbert Edelstein est rappelé par ses anciens collaborateurs qu'il avait mis à la porte de la société Jean Richard pour lui demander de sauver le cirque Pinder. Ah bah bon. Et donc Gilbert, lui, effectivement, il est intéressé pour racheter le cirque Pinder. Mais pas les anciennes Jean Richard, par respect pour lui. D'accord. Mais on lui a répondu, c'est tout ou rien. Ah. Donc, il a racheté Oui. l'ensemble des marques et devient donc le seul et unique propriétaire des marques et cirques Pinder et Jean Richard. Jean-Richard. Il se remet alors à faire du cirque selon sa vision, une vision propre à l'ADN du cirque Pinder, parce que tu en as parlé tout à l'heure,
Vincent, un Oui. spectacle où l'émotion, le rire, la joie et la magie sont au rendez-vous avec des animaux, des clowns et des trapézistes, des parades, des cavalcades dans les villes. Pour lui, le cirque doit émerveiller les enfants et rappeler aux adultes leurs souvenirs d'enfance. Bah, Donc, c'est un peu le but. c'est un peu le but, mais ça a eu tendance à se perdre À à une une époque. période, Années oui. 80, très mauvaise année pour les gens de cirque. Mm. Donc bon, très dangereux de lancer ou de reprendre des cirques sur ces périodes-là. Mais du coup, Gilbert a une solution. Il a mis en place la stratégie Edelstein. Waouh. Waouh. Alors, c'est quoi la stratégie J'aime bien quand tu Edelstein dis ça. Mais écoute, c'est vrai que quand tu regardes le monde du cirque, c'est vraiment un des seuls patrons de cirque qui a mis en place ces méthodes-là pour faire prospérer son cirque Oui. et le faire avancer. Et ça a payé, en Oui. soi. Mm. C'est discutable, mais ça a oui. payé. Mm. Donc, sous la direction de Gilbert Edelstein, Pinder est devenu un modèle d'organisation et de rentabilité. L'entreprise tourne avec 30 000 euros de frais par jour, dont seuls 10% sont alloués au spectacle, soit 3 000 euros par jour. Ah oui, Tout le c'est peu. reste c'est peu, mais tout le reste était dédié au transport, à la partie commerciale. D'accord. Selon lui, un cirque, c'est d'abord une entreprise de transport. D'accord. Autour de cela, il a donc monté une équipe logistique qui comprend 30 chauffeurs et mécaniciens, 8 collaborateurs au siège, des artistes forcément, 8 afficheurs et 25 monteurs. Chaque jour, 250 repas sont servis dans son cirque pour nourrir tout ce beau monde. Très bien. Ah oui. Ouais, quand même, ouais. Grosse machine. Il pratique aussi la ville d'un jour. Ah, Est-ce que vous voyez ce que c'est la ville d'un jour? Ça veut dire montage, spectacle, démontage, tout ça dans la même journée. C'est Et ça. la route. Et la route. Bon. Ils sont montés jusqu'à quand même, sous sa direction, 180 villes visitées par an. oui, c'est énorme. Hein. Waouh, Dis donc, Énorme. Et pour ça, respect. Ah oui. Il avait quand même de sacrés ouvriers parce que monter, démonter tous les jours, Mhm. plus le transport. Mhm. Plus les spectacles, parfois Plus les trois, spectacles. jusqu'à Oui, 3 il fallait mieux spectacles. être robuste hein, parce que Waouh. fallait Ah oui, savoir il tenir le faut rythme. savoir tenir le rythme. hein. Ah oui. J'imagine qu'il y a eu un certain turnover au milieu de tout ça. Eh ben, tu verras quand je parlerai de ses collaborateurs, pas tant que ça. Pas tant que ça, Non. d'accord. Tu verras, on va y venir. D'accord. Juste avant, je voudrais reparler quand même d'une spécificité de la stratégie d'Einstein, Bah oui. le développement des produits dérivés. Ah, Ah, bah Ça a oui. été un succès majeur, positionnant Pinder en 2e place derrière Disney en 2003. oh, dis donc, Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est chou. Ah ouais. Quand même. Gâteau d'anniversaire, fèves, jouets, les petites voitures Majorette, Oui. Altaïa, Bah SAI, saucisson cochonou. Oui, aussi. Je vais m'arrêter là parce qu'après on va avoir des problèmes. Bah, tu vas réveiller Gypsy, arrête. C'est ça. La marque était, sous sa direction, omniprésente tout autour des Français. On ne pouvait pas visiter un centre commercial ou regarder la télé C'est vrai. sans voir une pub Pinder. C'est ce qui a fait son succès. C'est le fruit d'une équipe de collaborateurs fidèles, Mhm. parmi lesquels un collaborateur phare, Jean Arnaud, Ah oui. directeur commercial, Fabrice Wenzen, Charles de Gelder. Ah, Ah, bah, dit Charlie. Charlie. Ah, vous le connaissez? Ah, Ben alors oui, on a même une anecdote par rapport à ça Ah ouais liée au musée. Oui. Oh, Alors oui, C'est vrai. mais oui, c'était marrant comme tout. Nathalie et moi, on ouvrait le musée le week-end, hein, samedi et dimanche, hein, tous les week-ends Mhm. on était ouverts. Et on avait comme horaire d'ouverture 14h, 18h. Nous, on était là personnellement vers 13h30, hein, je pense, À peu le temps qu'on près, allume voire même un tout petit peu ça. avant, mais bon. Donc 13h30, on arrive, on allume le musée, on se fait un café. 13h45, la sonnette de l'interphone qui était au rez-de-chaussée du bâtiment sonne. Mhm. Nathalie, comme à son habitude, dit non, on attend 14h. Et ça sonnait, et ça sonnait. Donc au bout d'un moment, j'ai quand même été décrochée et la personne me dit bonjour, je suis Charlie de Gelder et j'aimerais visiter le musée. Alors je fais je suis désolée monsieur, mais l'heure d'ouverture c'est 14h, donc je viendrai vous ouvrir d'ici 5 minutes. Veuillez patienter. Mhm. Voilà, donc j'ai quand même fait attendre un grand homme de cirque devant la Ah bah, porte du Oui, bâtiment. sur le avant de coup, c'est vrai que ça rentrer. ne t'avait rien évoqué. Mais non, sur le coup, non. Fabrice et donc Et Charlie. quand t'es- Ça ils l'a ont beaucoup succédé. fait, ça l'a Après, beaucoup fait oui, rire hein, oui, quand même. Il nous en a pas tenu rigueur. Moi, Pas je- surtout à moi. Ben oui, parce que tu me l'avais dit après, mais je fais, c'est pas vrai que t'as fait attendre Charlie de Gelder au rez-de-chaussée du bâtiment dans le froid, mais si, elle le Bah dit, si. 14h, c'est 14h. Après, entre nous, le froid, il avait l'habitude. Hein.
Oui. C'était petit, mais bon. Non, mais non, parce que tout ça pour dire, pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que là on dit vous Oui. l'avez fait attendre, Fabrice et Charlie se sont succédés à la direction générale du cirque, donc c'était quand même Ah pas oui. rien. Non, Bah c'est oui. sûr, Voilà. des gros postes. C'est ça. Donc j'ai fait patienter un grand directeur de cirque devant le musée. Voilà, bon, bah, c'est moi. Hein. C'est ça. Voilà, l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Exactement. Ah, dis donc. Ok, et il a été ravi de sa visite ou pas? Il Ça a était- été Oui, fait il était enchanté. ravi, Ah, bon, ça enchanté va, de sa visite et il ne m'en a jamais tenu rigueur. Bon, voilà. Voilà, c'était un Quelqu'un- grand homme. C'était une belle quelqu'un de bien, personne, ouais. oui. Ouais. On va l'applaudir. Ouais. Alors, ces deux grands monsieur étaient assistés de Constance Darius. Philippe Masse s'est occupé de l'affichage, Christophe Herry des tournées, Daniel Kouyaman de la communication et Claude Vonner qui s'est occupé de quoi? Parce que depuis tout à l'heure je parle là, mais Bah, des tournées, Des je crois tournées. bien. Hein. c'est ça, des tournées, montage des chapiteaux, surtout le gros 5000 places à Paris. Ah oui. Et il était secondé par Frédéric. Oui, Frédéric Edelstein, Et- dont oui. on parlera Ah. après. le fils. Le fils de De Gilbert. Gilbert. oui. Depuis son siège à Sucy-en-Brie, Gilbert Edelstein dirigeait son empire entouré de ses collaborateurs les plus fidèles, se rendant régulièrement sur le terrain pour faire son inspection. Ah, dis donc. Mmh. Il pouvait arriver et dire les camions sont dégueulasses, là ça va pas du tout. Et là il n'y en a pas un qui bronchait. Il prenait, Il prenait. la brosse, C'est ça. C'est ça. le seau. Les mecs n'avaient pas dormi, mais c'est pas grave. Ils y allaient. Allez. Voilà. Il y a des reportages comme ça, hein, où il se fait Mm. interviewer en plein milieu et dit là je viens voir, ça va pas du tout. Hein. Les camions ils sont dégueulasses, c'est n'importe quoi. Oui. hein. Bah, Voilà. C'était la marque des grands directeurs. Bah oui. hein, C'est savoir se faire respecter de son personnel. C'est ça. Être juste. Mais... Être Mais- juste, se faire respecter de son Voilà. personnel et surtout proposer et présenter un cirque propre Eh oui. Oui. aux spectateurs. Bah, c'est important, ils payent leur place, donc Ben, bien sûr, il faut que le cirque soit c'est ça. propre. Il a su aussi par la suite tisser des liens solides avec les élus locaux, contribuant à l'ancrage du cirque dans les territoires. Des partenariats stratégiques ont été noués avec Jouet Club et TF1. Vous pouvez avoir ces petits logos-là sur les camions, la classe quand même. Hein. Eh oui, La c'est classe, chouette. ouais. Eh oui. J'ai souvent... j'ai été au Cirque Pinder et il y avait toujours un jeu, Oui. Jouet Club, C'est vrai. à l'entracte, hein, Oui. où ils prenaient Des enfants. des enfants. Mm. Et c'était 1, 2, et à la place de 3, il Fallait fallait dire dire Jouet Jouet Club. Club. C'est ça. Voilà, et donc au Des fur et à multiples mesure... de 3. Des multiples C'était pas de ça 3. Si, c'est ça. 1, Des 2, jouer multiples. club. 4, 5. 5, Jouet Club. Voilà. Tout à fait. Alors ça m'a vite paumé, il y avait des gamins qui étaient plus forts que moi. Oui, mais ça, faut pas le dire. C'est pas grave. C'est pas possible. Et donc du coup, tout ça a contribué à une notoriété sans précédent pour un cirque français, puisqu'en 2000, Pinder affichait une notoriété spontanée de 97% auprès des Français. Ah ouais, dis donc. Waouh. C'est chouette. Respect. Oui. En tournée, maintenant, Pinder mobilisait 120 projecteurs, 4 km de câbles, un convoi de 120 véhicules Ouais, sur ouais. les routes, qui s'est allé sur 5 km. Waouh. Un chapiteau de 2500 places en itinérance pour une ville d'un jour, installée Ah ouais. complètement en 4 heures et démontée en 2 heures. Waouh. Alors Alors, quand je effectivement, pense que le musée du cirque, on met... il faut pas parler de ça maintenant. D'accord, très bien. 20 heures de montage, 20 heures. Bah oui, mais en même temps, t'as vu l'équipe. Bon, quoi. on est un peu moins Oh. nombreux, c'est vrai. On est moins nombreux déjà, ouais. Moins nombreux, puis on n'a pas le même rythme qu'eux, quoi. C'est ça. Voilà. Ah oui, c'est sûr. C'est pas la même, c'est pas la même vie. Et puis C'est ça. après, Et puis nous, on n'est pas payés. Hein. Oui, aussi. Et après, il faut avoir en tête quand même une chose que j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, un chapiteau ville d'un jour, 2500 places, il y a des concessions qui sont forcément faites. Bah oui, Et ouais. automatiquement, on peut pas... Automatiquement. Ensuite, à Paris. À Paris, on n'avait pas un chapiteau de 2500 places, mais on avait un grand chapiteau de 5000 places. Le double. Voilà, Waouh. qui servait pour les galas de Malade. Noël Ah bah oui. et qui servait aussi pour les galas de bienfaisance. Gilbert Edelstein fait partie des seuls directeurs de cirque à avoir fait plus de 20 galas de bienfaisance par saison parisienne. Waouh, Ah oui. ça c'est bien. Voilà. Sympa. Parce qu'il faut savoir, la générosité, c'est quelque chose qui est très propre au monde du cirque. Oui. Oui.
Les gens Tout de à cirque fait. sont des gens très généreux. Très généreux. Il Oui, y a oui. eu un blanc sur le coup, je me suis dit, ils vont pas me monsieur. Non, Voilà. c'est tout à fait vrai, C'est parce que Florent. tu t'y attendais pas. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que les gens de cirque sont très généreux, ils donnent beaucoup. C'est ça. Et c'est une de leurs plus grandes qualités, je trouve. Oui, oui. Et on les en remercie. Oui. Tout à fait. Revenons à nos moutons, ou à notre chapiteau. Chaque année, donc sur les dernières années, il visitait entre 120 et 150 villes par an. Et donc la partie ville d'un jour, c'était surtout basé sur l'été avec la tournée des plages. Il faisait tout le tour de la France pratiquement. Wow. Ouais, c'est bien. Donc voilà, un des seuls cirques d'ailleurs, qui faisait encore tout le tour de la France. C'est vrai. Passons maintenant à l'héritage familial, parce que le cirque Pinder, sa réputation n'a pas été faite que sur un seul homme. Elle a été faite aussi sur la famille. Il y a d'abord André Edelstein, son épouse, qui était très discrète publiquement, mais qui a toujours été derrière son époux, qui l'a toujours conseillé et qui est intervenue à tous les niveaux aussi dans la gestion de l'entreprise. D'accord. C'est aujourd'hui elle d'ailleurs qui est propriétaire de la marque. D'accord. Il y a ensuite son fils, le grand, le seul, l'unique, Frédéric. Edelstein. Donc, né en 1969, il est très jeune passionné par les fauves. Il a été inspiré par Alexandre Bouglione. D'accord. Voilà. C'est important de le dire quand même. C'est un Eh grand oui. nom, Très Alexandre important. Bouglione. Et il a commencé à s'entraîner en cachette lors d'un séjour à l'hôpital de son père en 1991, à dresser des fauves aux côtés de Johnny Roberts, puis Wolfgang Hotzemer, et par la suite, le grand, le seul et unique. Eh oui. Dickie Chipperfield. Et oui, Il y en a beaucoup qui se sont cachés de leurs parents pour faire ce genre de. ah bah en même temps, Ah bah oui. Eh oui. voilà, parce que quand Alors il l'a lui, appris, mais Arlette Gruss aussi, parce Oui, qu'elle s'était cachée de Arlette, son père oui. pour les panthères. Pour les panthères, d'accord. Bien sûr. c'est vrai. Oui, oui. Parce qu'effectivement, quand Gilbert a appris ce que faisait Frédéric en cachette, il n'était pas très content. Et sa mère non plus. Donc ils ont essayé de lui demander de faire en sorte qu'il ne fasse plus de numéro avec les fauves, mais ça n'a pas marché. Non, c'est un vrai passionné. C'est Il un vrai adore passionné. ces animaux. Il adore ces animaux et du coup, effectivement, depuis, Frédéric Edelstein est devenu l'un des plus grands dresseurs de fauves de sa génération. Il a présenté des tigres dans un premier temps, puis un groupe de 16 lions, lionnes, tigres et tigresses. Puis, il a présenté un groupe de 12 lions et lionnes blanches. Ah oui. Voilà, C'est des vrai, numéros c'était chouette. exceptionnels. À lui tout seul, déjà, il remplissait le chapiteau Pinder. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bon. Frédéric est devenu une des figures incontournables du monde du cirque en France et en Europe et même dans le monde. Il était connu Bien sûr. mondialement. C'est quelqu'un qui est d'une extrême gentillesse et je tiens à saluer son engagement auprès du cirque parce que lorsqu'il gérait les tournées, notamment sur les dernières années, vraiment bravo à lui parce qu'il y a Oui. très très peu de directeurs de cirque qui en même temps Sont sur la piste. sont sur la piste, qui en même temps font la publicité, qui en même C'est temps... vrai. Il Et avait qui sont un disponibles pour leur Oui, public en aussi. Hein, plus. parce que disponibles pour leur C'est public vrai, et j'ai les pas dû le souvenir voir. Ouais. On est qu'à allé la le fin voir des plusieurs fois. spectacles, il venait et on pouvait prendre des photos avec lui. Ouais, c'était C'est ça. chouette. Ça, c'était C'est vraiment... vraiment quelqu'un C'était vraiment bien, ouais. qui s'est donné à 300% pour, Tout à fait. Ouais. pour le pour, cirque. pour le cirque et vraiment merci à lui. Autre figure incontournable du cirque Pinder, on l'a aussi vu à la télé dans une émission. Ah, mais oui. Oui, Sophie. Sophie Bien Edelstein, sûr. bien sûr, la sœur de la Frédéric, sœur de Frédéric. qui a été pendant quelques années membre du jury dans l'émission La France a un incroyable talent. Tout à fait. Sophie, qui a fait son premier numéro également en 1991, où elle escaladait une échelle fixe avec un plateau en équilibre sur un sabre dont elle avait le poignard dans la bouche. Eh oui. Est-ce que vous étiez au courant de cette anecdote de... Je ne savais pas qu'elle l'avait fait, mais je connaissais ce numéro. On connaît le numéro, mais je savais pas que Sophie Non, l'avait c'est bien, dis pratiqué. donc. Eh bien voilà, elle l'avait pratiqué. Sophie Edelstein, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui est devenue par la suite directrice artistique du cirque Pinder et qui voyageait beaucoup pour trouver des numéros pour pouvoir nous émerveiller lors des spectacles et qui avait une passion, les animaux et notamment les Les éléphants. éléphants. Oui. Et elle a présenté pendant 15 ans les 2 éléphantes
du cirque Oui. Pinder, Saba et Deli, accompagné par un autre grand dresseur, Michael Brady. Eh oui. Ah, ben oui. Voilà. À la fin des années 90, Gilbert lui a acheté également 2 autres éléphantes, Baby et Népal. Ah bah oui. Mais oui. Et donc, elle a pendant peu de temps présenté les 4 éléphantes avec Michael Brady. Mais effectivement, chez les éléphants, il y a un dominant. Oui. Officiellement, c'était Deli. Mm. Mais Népal, un jour, elle n'a plus voulu. Ah oui. Elle a dû se séparer de ces 2 éléphantes qui sont allées ensuite au zoo de la Tête d'Or à Lyon. Ensuite, au bout d'un certain temps, elle a eu l'idée de présenter, toujours avec Saba et Deli, une façon originale qui n'avait jamais été faite à l'époque. Ça a peut-être été fait depuis, mais je ne l'ai jamais vu. C'était présenter les éléphantes à cheval, sur un cheval andalou appelé Milord. D'accord. Et un jour, il y a eu un problème. Un accident, donc. Un accident, c'est ça. Deli a voulu faire comprendre qu'elle n'était pas contente. Et donc, dans le numéro, en fait, Sophie s'allongeait et l'éléphante se posait sur Sophie. Et normalement, elle donnait un ordre qui était Hoff, Hoff, et Deli se relevait. Et là, elle ne s'est pas relevée. Elle a daigné, elle, se relever au bout de 5 minutes, malgré que Sophie lui demandait de se relever et Michael également. D'accord. C'était ça le petit mot allemand. Oui, le petit mot allemand, c'était ça. Mais tu le dis bien. Mais, Oui, il le tient bien. À la suite donc, de cet accident qui l'a beaucoup marqué, du coup, Dickie Chipperfield et son ami Sacha Hook, qui a présenté par la suite d'ailleurs Saba et Deli, lui ont conseillé d'arrêter de présenter le numéro parce que ça allait devenir peut-être compliqué. Très compliqué. Ça l'a beaucoup marqué parce qu'elle les adorait, mais valait mieux arrêter. Valait mieux arrêter, effectivement. Et donc du coup, elle s'est tournée par la magie qu'elle a appris auprès des plus grands à Las Vegas. Dernière petite anecdote sur Sophie Edelstein. Est-ce que vous saviez que Sophie Edelstein souhaitait arrêter la ville d'un jour au profit de passer donc de 120-150 villes par an à 20 villes par an avec des séjours beaucoup plus longs, qui aurait permis d'installer des matériels beaucoup plus conséquents au sein des chapiteaux. Ah bah oui. Et de proposer des spectacles encore de meilleure qualité avec beaucoup plus d'éclairage comme il le faisait à Paris, puisque quand on allait voir, c'est vrai qu'on ignorait, on pensait qu'ils étaient tous sur la même ligne de pensée. Bah oui. Ben non, moi j'ai appris ça en faisant des recherches et effectivement c'est peut-être le genre de Pinder que j'aurais moi personnellement aimé voir à une époque, puisque pour voir ce Pinder là à l'époque il fallait aller à Paris où là effectivement on avait une installation incroyable, un chapiteau exceptionnel. Je dis pas qu'en tournée ça l'était pas, mais c'était adapté à la ville d'un jour. Et oui. Effectivement. C'est différent. Une itinérance et un fixe. Malgré tout, même si ça reste sous la toile, c'était quand même fixe à Paris. C'est ça. Pendant de novembre à janvier. Voilà, c'est ça, au moins plus de 2 mois. Plus de 2 mois, effectivement. Et donc elle souhaitait faire ça, et son père Gilbert Edelstein lui disait qu'elle comprenait cette demande et qu'il réfléchissait en tout cas à ce genre de concept-là. Alors maintenant, les dates clés du cirque Pinder sous la direction de Gilbert Edelstein. La tempête du 26 décembre 1999 qui a détruit les 3 chapiteaux du cirque Pinder et plein d'autres également sur Paris, à la pelouse de Rilly. Gilbert Edelstein a donc initié avec André-Joseph Bouglione et Arlette Gruss un spectacle commun pour aider à remonter la pente avec l'opération Sauvons le cirque français sinistré sous chapiteau. D'accord, une belle initiative ça. Très belle initiative. Très belle initiative, effectivement. On sent du coup, malgré quelques querelles, que quand ça ne va pas, ils savent se réunir. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est important. Très. Effectivement. Ensuite, 2004, autre année marquante, les 150 ans du cirque Pinder, qui était une très grosse année pour eux. 1,5 million d'entrées. Wow. 150 villes visitées. Ils l'ont fait souvent, le 1,5 million d'entrées. C'est un des seuls cirques d'ailleurs, même le seul cirque français à avoir fait autant d'entrées. C'est beau. Ouais, bravo eux. 2017, arrivée d'un nouveau chapiteau, plus confortable pour le public, avec de nouveaux équipements, qu'ils ont vite arrêté parce que pas très compatible avec la ville d'un jour. La ville d'un jour. Ça a été un petit peu chaud. C'est sûr. Voilà. Bon, j'aurais préféré qu'ils le gardent, mais voilà. C'est tout, c'est comme ça. 2018.
2018, ça fait mal. 2018. Annonce de la liquidation judiciaire de la société Promogil. Ah bah oui. Voilà. Suite aux problématiques rencontrées, problématiques sur les animaux, problématiques sur la semaine scolaire à 4 jours. Aussi. Voilà. Qui leur a fait perdre énormément d'argent puisqu'ils faisaient énormément d'entrées avec les scolaires. Donc forcément, moins de jours, moins de scolaires. Donc voilà, ça joue aussi. Plus compliqué. Voilà, très compliqué pour eux. Et donc du coup, plutôt que d'arriver et d'attendre la faillite, Gilbert Edelstein a préféré stopper et espérer repartir un jour. Oui. D'ailleurs, ils ont essayé en 2018 et 2019 un retour uniquement à Paris, sous le chapiteau, sous le nouveau chapiteau de 2017 d'ailleurs. Oui. Et plus sous le 5000 places, avec un spectacle sans animaux. Bon, ça a été un peu compliqué. Un peu compliqué aussi, mais bon. Mal accueilli aussi sur les réseaux sociaux. Très mal accueilli. Voilà, Cirque Pinder, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et en fait, je pense qu'en tant que passionnés, on est tous attachés au Cirque Pinder et à ce qu'il a représenté à une époque. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, effectivement, les changements qui peuvent être proposés peuvent heurter certains. Mais il ne faut pas oublier que le Cirque Pinder est une institution. Et oui. Et que c'est un nom qui ne peut pas s'arrêter, en fait, qui ne peut pas disparaître. C'est ça. Qui se doit de revenir. Et il faut accepter des retours avec une nouvelle vision. Tout à fait. C'est un peu ce qui est arrivé à Barnum aussi. C'est ça. Le Cirque Barnum s'est Et arrêté. pour moi, le Cirque Pinder, c'est le Cirque Barnum. Oui. C'est le Cirque Barnum français. Dans l'importance, dans l'institution, dans la culture française. Donc voilà. Et effectivement, donc en fin 2020, il y a une autre date clé entre-temps. 2022, décès de Gilbert Edelstein. Donc André Edelstein devient propriétaire de la marque. Et en 2024, annonce du retour du Cirque Pinder. C'est vrai. Alors, on va pas rentrer dans la polémique qui tourne autour parce que c'est pas le but. Non. Juste préciser que donc c'est le petit-fils, donc le fils c'est le fils de Frédéric Edelstein, donc petit-fils d'André Edelstein, Alexandre Edelstein, ça fait beaucoup d'Edelstein, excusez-nous, mais qui a souhaité relancer le nom en le louant à Xavier Martin, producteur toulousain de spectacles de cirque. Voilà, donc ils ont annoncé ça en 2024, ils sont repartis début d'année 2025 sous un nouveau format, nouvelle équipe de direction, sans animaux. Et on leur souhaite de réussir à redonner à Pinder toutes ces lettres de noblesse. Parce qu'ils sont partis de Toulouse, là. Oui, là ils ont redémarré. On attend qu'ils remontent un peu pour aller. C'est ça. Oui, Toulouse est un peu loin pour nous. Ils annoncent petit à petit. Et c'est vrai que ça remonte. Ça remonte. Là, ils attaquent la Bretagne. Donc, ça y est. Donc c'est bon pour nous, j'espère. Voilà, en tout cas, nous, on sera présents. Tout à fait. Au retour de Pinder, en tant que passionnés. Voilà, dernière rubrique. Petite rubrique et après, promis, j'arrête de parler. Promis. Enfin, j'arrête de parler. Non, mais j'arrête. Oui. Pinderland. Et oui. Ah oui. Grand projet de Gilbert Edelstein, un de ses rêves, voilà, qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Mais donc en 1994, il a acheté une propriété, un château, un parc de 120 hectares à Perth-en-Gâtinais, dans le sud de Paris. Oui. Voilà. Et donc il a souhaité y avoir la nouvelle remise Pinder, où il a rapatrié tous les véhicules, tous les matériels des autres remises existantes. Et il a voulu créer un parc d'attractions, le premier parc d'attractions français sur le thème du cirque. Oui. Voilà. Bah oui. Avec un musée du cirque, une école de dressage, une école de cirque, des spectacles de cirque. Sur le papier, c'était voilà. Assez formidable. Il visait les 1,5 million d'entrées aussi par an. Ça fait peur aux alentours. Oui. C'est aussi une des raisons qui a repoussé le projet. Ensuite, quand il a voulu lancer ça dans les années 2000, le cirque marchait bien, donc il l'a mis de côté. Oui. Et il a retravaillé dessus en 2018, à partir du moment où il a arrêté les tournées, en espérant y proposer toujours des spectacles d'animaux en fixe, puisque la réglementation qui va entrer en vigueur en 2028 interdit l'exploitation d'animaux sauvages en itinérance et pas en fixe. Donc il espérait pouvoir un jour, et
moi j'espérais aussi pouvoir un jour revoir par exemple Frédéric Edelstein à Pinderland. Ça serait vraiment magnifique. Oui. On va voir si ça voit le jour. On va voir si ça voit le jour. Mais bon, c'était sur le papier, c'était une bonne idée. Et oui, c'est vrai. Voilà, pour conclure, il a marqué l'histoire du cirque Pinder. Ils ont tous les quatre marqué c'est vrai que l'histoire du cirque Pinder. Et puis, on les en remercie, on les applaudit. Oui, oui. Bravo. Bravo à eux. J'ai fini. Il est content. Vous n'imaginez pas le regard de soulagement de Nathalie. On passe maintenant du coup à notre rubrique objet en lien avec le cirque Pinder. Alors Vincent, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors moi j'ai choisi un courrier du Grand Cirque Hippodrome. Alors effectivement cet objet en lien avec le cirque Pinder, c'est un courrier qui a maintenant plus d'un siècle, il date de 1912. Ce document est issu de nos collections, il va nous permettre en effet de faire connaissance avec un personnage clé de l'époque, sans qui Pinder n'aurait peut-être pas eu le même succès et surtout la même notoriété. La partie supérieure gauche du courrier laisse apparaître un nom prestigieux, Grand Cirque Hippodrome des frères Pinder, dont je vous ai d'ailleurs parlé précédemment. On distingue également un médaillon ovale contenant une photo noir et blanc représentant le visage d'un homme. S'agit-il d'un des frères Pinder ? Pas du tout. Son nom et qualité, apparaissent en dessous. Monsieur Lewis Levy, agent général. Qui était-il ? Lorsqu'ils arrivent en France, les frères Pinder ne parlent pas bien notre langue, difficile alors de se faire comprendre et de faire prospérer leur établissement. Aussi, ils vont s'attacher les services d'un personnage pittoresque, originaire de Londres et voyageur de commerce de son état. Monsieur Lewis Levy est en effet un personnage à l'accoutrement particulier qui ne laisse personne indifférent. Homme à la carrure impressionnante, il possède une grande barbe blanche et de très belles moustaches. Habillé en costume complet noir, un magnifique haut de forme orne sa tête. Il se déplace avec dans une main une canne dont le pommeau ressemble à la dent d'un gros mammifère et dans l'autre une pipe dont le fourneau a été réalisé à son effigie. Une magnifique montre à gousset et sa chaîne remplie de pierres précieuses et de diverses breloques finissent de camper le personnage. Cet homme extrêmement volubile va considérablement aider les Pinder à se faire connaître. Son titre dans l'établissement itinérant apparaît au-dessus de son nom en signature de notre courrier, agent général fondé de pouvoir. Wow. Impressionnant, hein ? Sacré titre. Il va jouer en effet en réalité un rôle prépondérant dans l'entreprise puisqu'il occupera durant de nombreuses années chez Pinder le poste d'avant-courrier. Alors, un poste très important. Oui, il était chargé de trouver les villes de l'itinéraire, il était le visage du cirque auprès des autorités. Il devait également s'assurer de trouver au meilleur prix et de réserver dans chacune des communes visitées les denrées, les vivres, les fournitures nécessaires à la venue du cirque. Enfin, comme il se déplaçait dans les villes plusieurs semaines avant sa venue, il avait également un rôle de promoteur important devant faire connaître le cirque et attirer le public. Mais revenons maintenant à notre document. Il s'agit plus précisément de ce que l'on appelle une lettre de première demande. Écrite à l'attention d'un maire, d'une commune, le courrier demande l'autorisation d'implanter un cirque sur la place d'une ville à une certaine date. Notre document est un courrier type dactylographié laissant 3 parties ajourées que M. Lévy remplissait à la plume, la date du courrier, le nom de la ville concernée par la demande, la période et la durée du séjour souhaité. Alors je vais vous en faire lecture puisque je l'ai là sous les yeux. Effectivement, on avait à Monsieur le maire de la ville 2, donc là c'était la ville de Valence dans le Rhône. Monsieur le maire, je suis chargé par la direction de vous demander l'autorisation de nous installer sur l'une des places de votre ville. Donc à la main, Monsieur Lévy avait rajouté la période qu'il souhaitait. Et le courrier continuait ainsi. En ma qualité d'agent général, j'aurai l'honneur de passer quelques jours avant l'arrivée du Grand Hippodrome pour traiter de toutes les conditions. Espérant, monsieur le maire, que vous voudrez bien agréer notre demande,
Nous vous prions de recevoir l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Donc il signait un agent général fondé de pouvoir, Lewis Levy. PS, post-scriptum, prière à monsieur le maire, si cette autorisation nous est accordée, de ne pas, autant que possible, autoriser un autre cirque du même genre, au moins un mois avant notre passage. Donc il assurait ses arrières. C'est clair. Le cirque possédant le personnel le plus nombreux et le plus grand nombre de chevaux, chars et voitures, une grande cavalcade a lieu chaque jour avant la représentation. Donc vous voyez que ce document était clair, précis et surtout vendeur. Difficile en effet de résister pour un maire à la lecture de ce document, lui promettant une merveilleuse animation dans sa commune, effectivement. réalisée par un établissement La culture. prestigieux. C'est Oui, ça. tout à fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements. On en a déjà parlé. Oui, c'est ça. Oui. Alors, pour terminer, j'aurais aimé vous décrire ce que j'ai appelé, moi, la méthode Lévy, entre guillemets, qui collait particulièrement bien à son imposant personnage et qui fut, je pense, inégalé dans l'histoire du cirque. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, un axe de comparaison avec donc deux personnages. D'un côté, Monsieur Lévy. Donc, je vous ai expliqué un petit peu à quoi il ressemblait. On va prendre un personnage beaucoup plus récent, malheureusement, qui nous a quittés. C'était Dominique Texier. Alors, Oh, vous vous Dodo. souvenez? Eh oui, Dodo. Dominique Ah oui, Texier. j'en ai pas parlé lui en plus, c'est bien. Et ben voilà, c'est chose Très bien. faite. Dodo, personnage extrêmement attachant d'une oui. gentillesse rare, a fait ses armes chez Jean Richard avant de passer chez Achille Zavata et de terminer sa carrière au Cirque Arlette Grusse. Alors, il avait la même fonction Oui, que c'est vrai Monsieur que j'en ai Lévy. pas parlé. D'ailleurs, je crois j'avais évoqué avec Dodo, il connaissait Monsieur Lévy, il avait dit, effectivement, on fait le même métier, mais ça s'arrête là, parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de procéder. Autant, lui, Dodo, maintenant, avec les moyens modernes, passait pas mal de coups de fil, il y avait le téléphone, il appelait les différentes communes où le Cirque Arlette Grusse devait se produire, et puis il prenait rendez-vous, prenait sa voiture, il se rendait dans la commune que devait visiter le cirque, et il rencontrait les différentes autorités, les adjoints au maire, tous les services concernés pour l'avenue du cirque. Ça se passait comme ça du côté de Dodo. Pour Monsieur Lévy, c'était un petit peu différent. Il avait une méthode et une approche un peu plus théâtrale de sa fonction. En effet, comme indiqué dans son courrier, il se rendait dans les futures villes de tournée à bord d'une luxueuse voiture tirée par 2 chevaux. D'ailleurs, je vois mal Dodo. Mais bon, c'est l'image que j'en ai. Mais... Et il prenait place à table du plus beau café ou établissement hôtelier de la ville, en commandant une coupe de champagne, rien que ça. Puis, tel un nanti, il recevait à sa table les responsables de la commune et les différents fournisseurs afin de négocier au mieux l'avenue du cirque des Pins d'Air. Le rapport de force était souvent inversé et tourné à la faveur de Lévy. Alors, vous vous rendez compte, là c'était l'inverse. Il s'installait à la table d'un café et c'était le maire qui venait. Oui, c'est ça. Oui, donc les rapports de force étaient effectivement inversés. Et puis souvent, Lévy était gagnant. En résumé, on peut dire que Lewis Lévy a été l'artisan de l'implantation et du succès du cirque Pins d'Air en France grâce à son talent de négociateur, son sens des relations publiques et sa personnalité hors du commun. Donc un chouette document. Ouais, très beau document. Oui, merci Vincent. Merci à vous. On va passer au mien. Ah oui, à toi Nathalie. Alors qu'est-ce que tu as choisi, Nathalie? Alors, j'ai choisi une affiche de cirque. Et il est écrit sur cette affiche « Les animaux sont rois au cirque Jean Richard ». Alors, je reviens un petit peu à ma partie, mais cette affiche, pourquoi je l'ai choisie? Oui, dis-nous tout. Parce que j'ai un souvenir particulier qui est lié au musée du cirque. Donc, lorsque nous avions le musée du cirque fixe dans la métropole lilloise, cette affiche servait à un jeu ludique et pédagogique, comme j'aime à dire. À savoir que nous travaillions sur, au départ, les noms des animaux qui apparaissaient sur l'affiche. Il faut savoir qu'il y avait éléphants, chimpanzés, lions, tigres, panthères, chevaux, otaries. Puis ensuite, de quel continent ils venaient. Voilà, donc un petit peu d'apprentissage. Et après, on passait à un jeu un peu plus ludique que nous avions inventé, un jeu de puzzle. Oui, ça marchait bien d'ailleurs avec les jeunes enfants. Ça marchait très très bien. Donc, c'est-à-dire que nous montrions l'affiche en entier aux enfants pendant quelques secondes. Puis, on la cachait. C'est ça. Et enfin, ils devaient reconstruire le puzzle de cette même affiche qui était découpée en plusieurs morceaux. C'est ça, les enfants jouaient le rôle d'afficheur. Exactement, tout à fait. Et faut savoir que c'est vraiment un beau souvenir et c'est un objet qui pour moi a une histoire et du coup je voulais vous en faire c'est sympa. Hein. Voilà, c'est donc c'est beaucoup plus court que ce que Vincent a fait, mais voilà. Et puis en plus, pour un hors-série sur le cirque Pins d'Air, choisir une affiche du cirque Jean Richard, bravo Nathalie. C'est ça, et quand on fera un hors-série sur Jean Richard,
tu nous sortiras une affiche du cirque Pinder. Exactement. Voilà. Mais Jean Richard a quand même été propriétaire du cirque Pinder Oui, on t'en pendant veut. plusieurs Oh. années. Et c'est vrai Oui. que là, c'était au cirque Jean C'est Richard. ça. Mais ça aurait Bon. pu être au cirque Pinder, ça aurait pu Mais oui, faire la effectivement. même Allez. chose. Oui. Mais voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil à cette affiche Ah, Jean parce Richard que aussi. à Jean Richard également et puis au musée du cirque fixe Oui. de l'époque. Eh oui, c'est sympa. Hein. Déjà de retour à toi, Florent. Oui, oh là là. Ça va vite, Ça va là, vite, la Ça fin. va vite, hein. Bon, on va essayer de faire plus Nathalie, court j'aurais que- dû faire plus long. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, j'ai choisi de vous parler d'un objet qui date de 1998, Oui. quand j'avais 2 ans, qui est l'objet à l'origine de ma passion pour le cirque. Ah, c'est sympa. Voilà. Qui fait que sans cet objet-là, peut-être qu'on ne serait pas autour de cette table ce soir. Oui. Alors, on sait même pas de quoi tu vas parler en plus, Bah hein, non. parce que là, Non, on les c'est- a pas sur notre C'est descriptif ça. du podcast. Oui. Je vais vous parler de la collection Majorette. Ah, dis donc. Ah. Voilà, du cirque Pinder, un partenariat qui a été mis en place par Jean Arnaud à l'époque, Mm. Oui. avec la marque. Et c'est cette petite véhicule, j'ai plus le nom, caravane Oui. et petite voiture là, petite voiture qui tracte une caravane. Ah oui, Mhm. c'est joli. Pinder, voilà. C'est un oncle qui me l'a offert en D'accord. 98. T'avais Et 2 ans. J'avais 2 ans, t'imagines. Et tout a... Et tout a commencé Voilà. là. Et je l'ai encore. Ah, c'est- Et tu l'as dans une encore. vitrine. Non, c'est bien. Voilà, elle a un petit peu souffert, mais elle tient la route. Oui. Et mes enfants rêvent de jouer avec. C'est ça, mais oui, il en c'est- est hors de C'est question. la question que j'allais poser. Voilà. Ils J'ai l'auront bien quand je entendu que mourrai. c'était dans une Pas vitrine. avant. Voilà. Mais bon. Oh, Mais pauvre enfant. j'y tiens vraiment énormément du coup. Ah, et, ça peut se comprendre, oui. Et donc voilà, objet Pinder. Un voilà. vrai objet Pinder, quoi. Un vrai objet Pinder, voilà. Avec le fameux dessus, quand on a acheté une majorette, vous savez ce qui était marqué au dos. Ah non, Ce vas-y. qui Non. était marqué sur tous les produits dérivés en avec Pinder, ce qui a fait la force de Pinder. Ça complète mon argumentaire de tout à l'heure. C'est On avait génial. une place gratuite. Voilà, une Ah, voiture oui. Pinder achetée égale une place gratuite au cirque. Ah, bah voilà. Au cirque, on avait 2 places achetées, la 3e est offerte. Voilà, pour pouvoir faire un petit peu de promotion pour attirer. Comme quoi, il était vraiment très bon commercial. hein. Très très bon, effectivement. Voilà. Tu vois, j'ai Bah fait court, merci, hein. oui, t'as fait Encore court, plus c'est court bien. que toi. Encore plus court que moi. Waouh. Bon, pour voir la voiture, on mettra des photos sur nos réseaux sociaux. Oui, hein. c'est ça. Exactement. Voilà. Bah, que ce soit... et du coup, il faudra liker la publication et vous abonner Ah oui, c'est sur la important. page du musée du cirque itinérant des Hauts-de-France. Waouh. Mmh, Voilà. c'est ça. Bah, C'est vrai du qu'on coup- peut nous retrouver sur plusieurs réseaux sociaux. Bah oui, mais on peut passer à la conclusion maintenant. Ah. Et maintenant, on va pouvoir conclure notre podcast, notre hors-série spéciale Oh. sur le cirque Pinder. Bah, c'était je- sympa hein, pour un Je premier pense que voilà, c'était très intéressant Mm. d'avoir fait ces recherches sur le Carrément. cirque, hein, parce que c'est un des plus grands cirques français. Oui, Donc, le géant euh, européen. C'est Oui. ça. Comme le disait la publicité Mais oui. sur leurs affiches. Et j'ai vraiment apprécié de faire ces recherches. J'ai appris beaucoup de choses. Avec ce que vous avez aussi travaillé, j'ai appris d'autres choses. Et je pense que c'était vraiment très sympa de faire Ouais, ça. très sympa, carrément. Alors donc, on remercie Théo. Eh oui, Oui, on remercie C'est- mon frère. c'est ça. Théo. Voilà. C'est grâce à C'est lui. grâce à C'est lui grâce à qu'on lui. a fait ce hors-série. Voilà. Donc, Et- merci à Théo pour cette Oui, idée. C'est sûr. Merci à Théo. Et ouais, donc non, vraiment sympa de préparer cet épisode-là. Moi, ça m'a replongé dans mon enfance. C'était trop bien. Trop cool. Sur Pinder et tout. De revoir, redécouvrir des reportages, des souvenirs. Enfin, très sympa. Toi, tu as fait des recherches plus... Oui, moi, ça plus m'a pas, ancienne, toi. ça m'a Plus pas ancienne, rappelé ouais. ma jeunesse. J'étais pas né, mais bon. Ah bon? Ah, mince. Mais ça m'a permis, oui, de remettre un peu le nez dans les collections, de retrouver le courrier de Lewis Levy qu'on avait, Oui. qui était déjà dans notre exposition sur le thème du voyage au cirque,
qui est actuellement dans les établissements scolaires, hein, qui voyage dans les établissements scolaires. C'est vrai. Et ce courrier donc est vraiment très intéressant. Et puis la personne, expliquer le personnage, même aux enfants, c'est vrai que c'est sympa. C'est toujours des petites anecdotes comme ça qui font le succès aussi de nos interventions, même auprès des enfants. Donc c'était fort agréable et j'ai beaucoup apprécié. C'est ça qui est génial, c'est que là, en faisant ça, tu te rends vraiment compte qu'un cirque tient à des personnalités et à des personnes marquantes. Des personnages. Des personnages qui vont parfois créer de la controverse autour de leurs actions, ou même autour d'une famille, même. C'est ça. Mais sans qui, en fait, des noms peuvent disparaître. Et des noms marquants qui ont innové aussi. Qui ont innové et qui ont fait de Pinder ce qu'il est aussi, ouais. Tout à fait. Donc voilà, vraiment merci à eux. C'était un beau travail en collaboration pour honorer le nom Pinder. C'est ça. Et oui, alors surtout, effectivement, on vous le redit, on a peut-être omis des détails ou des choses qu'on n'a pas évoquées parce que sinon l'épisode aurait duré 5 heures. Effectivement, il y a peut-être des choses qu'on a oubliées. 170 ans d'histoire, c'est quand même assez complexe à expliquer et à retranscrire. Mais voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. En tout cas, on s'est éclaté. On espère que vous avez pris du plaisir aussi à nous écouter. Voilà. Très bien. Alors, donc on peut, du coup, entre deux, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux, oui. Sur Facebook. Sur Facebook. Alors, non, ce coup-ci, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, j'ai décidé. C'est moi qui dis les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook. Musée du cirque itinérant des Hauts-de-France. Très bien. Sur Instagram. Musée du cirque itinérant HDF. Très bien. Sur X. @espace-cirque. Très bien. Et enfin, sur TikTok. Musée du cirque itinérant tout attaché. Parfait, merci messieurs. Florent va mettre son nez là-dedans pour harmoniser tout ça. Non, mais on l'avait dit la dernière fois, mais on va vraiment le faire. Carrément, parce que là, c'est un peu compliqué. Et sur YouTube aussi. Également sur YouTube, tout à fait. Sur la chaîne Musée du cirque itinérant et sur la chaîne Culture Cirque. Et oui, la chaîne dédiée. Alors, on va parler de quoi la prochaine fois Dans notre prochain épisode, qui fait l'annonce? C'est Florent. Toi. Ah bon, d'accord, très bien. Comment je dis ah bon, d'accord. Bon, dans notre prochain épisode, qui va sortir très bientôt, puisqu'il sortira en avril, ça sera sur le spectacle des 40 ans du cirque de notre marraine, que nous sommes allés voir plusieurs fois déjà. C'est vrai. Le cirque Arlette Gruss. C'est chouette. C'est bien. Et on vous parlera de notre trophée coup de cœur également, qu'on aura remis d'ici là. Tout à fait. Et puis moi, pour ma partie à moi, pour l'objet, on parlera d'une œuvre de l'artiste Michel Kostiuk. On a eu le grand honneur de rencontrer et son épouse Juliette. On est allé les rencontrer dans leur galerie, vraiment des gens charmants. Et donc ça nous tenait à cœur également de les mettre en avant parce qu'on parle souvent d'artistes quand ils sont décédés. Or là, ils sont bien là, bien vivants et ils nous font des œuvres vraiment magnifiques. Donc on parlera de Michel Kostiuk. Ça va être sympa. Et puis il y a aussi des actualités du musée parce que il faut dire que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a fait pas mal de choses. Oui, on ne chôme pas, carrément. Et on va aussi avoir nos premières interviews. Ah oui, c'est vrai. Qui vont pas tarder à arriver. Vous allez voir, ça va être génial. On a fait des trucs trop bien. Enfin, on est trop contents. C'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. On vous a donné la parole et ça c'est sympa. C'est cool, ça fait plaisir. C'est clair. Un immense merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Et au plaisir de se retrouver tous ensemble autour de notre passion commune. C'est ça. Oui, et merci. j'espère de votre passion à vous aussi. Et oui, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.